Merci à tous d'être là. Donc, brièvement, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Horacio González. Si vous vous concentrez, vous arriverez à avoir un léger accent. Je suis espagnol et malgré avoir passé plus de la moitié de ma vie en Bretagne, l'accent ne part pas. Ça tombe bien, moi non plus, on est bien en Bretagne. Donc, je m'occupe de toute la partie Developer Relations chez Clever Cloud. Clever Cloud, nous sommes un cloud provider français. Et on a un stand, donc passez nous voir pour savoir plus sur nous. Mais on est là pour parler de MCP. Il y a beaucoup trop de slides et pas assez de temps, donc on va démarrer directement. Avant de démarrer, qui ici sait qu'est-ce que c'est un serveur MCP? Ah bah, qui ici a déjà utilisé un serveur MCP, par exemple, via son LLM favori? Qui d'ici a déjà regardez les codes ou codé un serveur MCP. Effectivement, c'est là un peu les soucis. Les serveurs MCP ont apparu il y a à peine une année et 4 mois. Tout d'un coup, en quelques mois, c'est devenu une technologie incontournable pour tous les assistants AI que vous avez, pour toute l'intelligence artificielle que vous utilisez. Et par contre, derrière, nous, les développeurs, on est beaucoup à ne jamais avoir mis les mains dedans, à ne jamais avoir codé ou regardé comment ils sont codés. Et quand on commence à le faire, on a souvent des surprises. Donc, dans ce talk-là, vu que c'est censé être plus loin que les bases, je vais quand même prendre un petit moment pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le serveur MCP. Ensuite, je vais me mettre dans la perspective d'un développeur et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez devoir vous intéresser sûrement cette année à comment on code un serveur MCP et comment vraiment toute votre expérience de développement peut faire une différence sur comment cette partie aussi importante de l'intelligence artificielle est codée. Allez, on va aller vite. Au début, il y a un temps énorme, 200, 300, tout le monde a commencé à utiliser des chatbots. Et c'était chouette, tu pouvais avoir des conversations. Mais voilà, c'est des questions, ils te donnaient des réponses, à l'époque pas très fiables, mais petit à petit ça se fiabilisait, c'était top. Mais il y avait un problème, ces serveurs-là, ils ne connaissaient rien après le moment où leur entraînement était fini. Tu les demandais, dis-moi qu'est-ce que je peux faire en Madrid quand je vais la semaine prochaine. Ils te le disaient, dis-moi quel temps il fait en Madrid maintenant. J'ai aucune idée. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Je ne sais même pas quelle date c'est. Et donc, en 2024, tous les assistants d'intelligence artificielle ont commencé à incorporer des outils, on va dire des fonctions, qui permettaient à ces assistants-là, quand ils ne connaissaient pas quelque chose, d'aller chercher l'information. Par exemple, on a donné une fonction getWeather, et donc si je demande à mon LLM, « Hey, quel temps il fait aujourd'hui à Madrid ?» il va d'abord, via une fonction, récupérer quelle date c'est aujourd'hui, quel jour on est, quelle heure on est, et ensuite il va appeler l'autre fonction pour récupérer le temps. Et aujourd'hui, 12 février ou 13 février à Madrid, il fait tellement de degrés. Mais basiquement, lui va parler à une API, lui donner des JSON, et il va simplement mettre une jolie forme langage naturel autour de ça. C'était le début d'une révolution, parce que l'LLM commençait à ne plus être seulement utilisé pour rechercher de l'information, mais il commençait à pouvoir agir. C'est ce qu'on appelle l'arrivée des saillants IA, des saillants d'intelligence artificielle. Et là, s'ils avaient accès à ces fonctions-là, il peut commencer à faire des tâches plus complexes. Par exemple, tiens, j'ai un voyage de 3 jours à Madrid, trouve-moi quoi faire, réserve-moi l'hôtel, aide-moi à les planifier. Et là, les IA, sa tâche, lui, c'était planifier, mais ensuite, pour chaque partie, aller utiliser l'outil qui va bien pour te booker un avion, te trouver un hôtel, te proposer un planning, te réserver l'entrée au musée, etc. Et c'est ces révolutions qu'on a vécues surtout l'année dernière, passer de là, il y a un petit outil, il y a de l'information à là,
il a fallu faire un saut, je ne vais pas dire technologie, mais il a fallu faire un saut dans la façon comment on donne ces outils au LLM. Et c'est là que les serveurs MCP sont arrivés. Cette année, qu'est-ce qu'on va voir? Je pense qu'on risque de voir une multiplication de ces agents-là. Et vu qu'ils commencent à avoir de plus en plus de capacités d'autonomie, ils vont être beaucoup plus autonomes. On a déjà vu en début d'année, et on est qu'en février, l'arrivée de OpenCloud, par exemple, qui a beaucoup d'initiatives qui expandent des agents à fur et à mesure, et ces agents-là se connectent et ils font des actions sur le monde réel. Tout ça, à la base, Tigrat, tu vas trouver en bas des serveurs MCP. Ce qui permet à ces agents d'interagir avec des autres systèmes d'information, c'est des serveurs MCP. Donc, j'ai dit qu'il fallait qu'on aille un peu vite. J'ai trop de slides. Pourquoi? J'ai trop de slides parce que la dernière fois que j'ai fait ce talk, on m'a dit, tu as le temps libre, tu prépares pour 1 heure, mais si tu débordes, c'est cool. Donc, j'ai préféré préparer plus. Aujourd'hui, tout ça implique que les différents assistants IA doivent être tous, Claude, Gemini, ton LLM local, doivent être tous capables de parler avec d'autres systèmes. Donc, le gros problème, c'est comment on fait ça. Et pour ça, il faut qu'ils soient capables de parler à des API, de connecter à des sources de données, de comprendre les réponses qu'elles les donnent, d'accéder à des sources de données qui sont peut-être privées, ton mail, ton calendrier, etc. Et tout ça d'une façon sécurisée. Quand les tools sont démarrés, on faisait ça en créant des tools spécifiques pour chaque LLM. Ça marchait très bien en 2024. Mais si on veut que ce futur-là, où vous avez des assistants partout, qui ont des agents partout, qui se connectent partout, il faut un standard. Tu ne peux pas te permettre pour chaque assistant de refaire tous les connecteurs pour tous les systèmes. C'est là que le serveur MCP arrive. Le serveur MCP, Model Context Protocol, c'était à la base une initiative d'Anthropic en novembre 2024. C'est démarré en novembre 2024 avec un site web, une spec et quelques preuves de concept. En décembre, il y avait déjà des centaines de serveurs. En mars, les grandes compagnies ont commencé à l'utiliser. C'est, dans mes 30 années d'informatique, c'est peut-être le taux d'adoption le plus rapide que j'ai jamais vu une technologie. Pourquoi? Parce que ça résolvait vraiment un problème et parce que toutes les boîtes étaient intéressées que les différents agents IA puissent se connecter avec eux. Donc, comme je vous disais, c'est devenu un standard de facto et il nous permet de les différents systèmes, ils sont qu'à savoir parler avec le MCP. Et pour chacune des sources de données, tu as que faire un serveur qui parle MCP. Donc, ça devient le format de chance idéal. Tu codes pour ta source de données un serveur MCP et n'importe quel assistant IA, des grands trucs à la Claude, Gemini ou OpenAI, au petit Small Language Model local que tu vas voir, vont pouvoir se connecter tous de la même façon. Donc, agnostique de provider. Comme je vous disais, l'adoption était phénoménalement rapide. Et aujourd'hui, on a tout type de boîtes qui commencent à avoir leur serveur MCP en production. Ils ont commencé par tous les services SaaS. Ils ont commencé aussi par beaucoup de providers de données, comme Salesforce, des gens qui te font des gros CRM, des gros ERP. Et bientôt, ça va être à vous, développeurs d'entreprise. Parce que quand tous les grands acteurs vont être interconnectables facilement avec un LLM, vos produits, ça va devenir un peu la norme. Pour ceux qui sont un peu anciens comme moi, vous vous souvenez peut-être à l'époque où le standard pour les web services, comme on appelait, c'était SOAP, avec XML. Vous savez faire ça, j'imagine. Je vois des rires, donc je sais. Et à un moment donné, il y a REST qui est apparu.
beaucoup de boîtes sérieuses se sont dit non, mais c'est pas sérieux, il n'y a même pas d'XML, il n'y a pas d'autovalidation de modèles, il n'y a rien. Nous, on fera jamais ça. Sauf que toute l'industrie, en commençant par les grands acteurs, ont basculé à toute vitesse de SOAP vers REST. Qu'est-ce qui s'est passé? Une année, des années après, on était tous en train de transformer nos API et faire des API REST. On est à ce moment-là pour LLM. Beaucoup de vous continuez à faire des applis qui ont des API REST. Moi, ce que je vois et ce que je pense, c'est que très rapidement, vous allez faire à côté de votre API REST une autre API en langage naturel pour DLLM. Et ce n'est pas seulement un effet de mode. Imaginez que vous faites une appli en CRM qui est utilisée par vos commerciaux. Aujourd'hui, s'ils veulent faire des trucs, ils doivent passer par les petits moteurs de recherche que vous avez incorporés ou taper directement dans la base de données en allant demander à un des devs de les préparer une requête SQL, les mettre sur Metabase et l'exécuter. Imaginez s'ils pouvaient faire ça en langage naturel. Oui, mais on est une appli d'enterprise. Oui, mais la personne est en train d'apprendre à utiliser le langage naturel pour tout type d'application. Quand toutes les applications grand public acceptent des requêtages en langage naturel via un LLM, si ton appli d'enterprise ne l'accepte pas, quelque part, ça va être mal compris par tes utilisateurs et ça ne va pas être efficace. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que vous avez tous intérêt à vous lancer au moins à explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec le MCP. Donc, j'avais dit que l'introduction allait être très rapide. Je ne vais pas vous faire la use de tous les outils qui aujourd'hui utilisent les serveurs MCP, que ce soit pour des codes, que ce soit Cowork, que ce soit même dans les navigateurs, de comment plein de serveurs d'entreprise le font déjà. Je ne vais pas non plus vous faire trop les détails de comment ça marche. Basiquement, la idée, c'est qu'il permettrait à un LLM, tu lui donnes l'adresse de ton serveur et il va récupérer automatiquement toutes les fonctionnalités, tous les tools que tu vas mettre à disposition de ces LLM. Et donc, il va pouvoir demander à exécuter ces fonctions et récupérer les résultats. Et tout ça, bon. Je vous laisserai les slides à la fin parce que ici, comme je vous disais, on a passé la phase d'exploration, on a passé la phase. Les grandes entreprises sont serveurs en production, sont utilisés quotidiennement. Cloud, en Cowork, ils sont sortis des plugins open source qui se permettent d'interfacer à des applis métiers dans les domaines légaux, dans les domaines de marketing, dans plein de domaines différents. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est la partie où on est, c'est OK, moi, quand on va me demander mon API actuel, mon API REST, il faut que je permette à un LLM de l'utiliser, il faut que je fasse un serveur MCP. Comment je vais le faire sans faire n'importe quoi? Et la partie sans faire n'importe quoi, c'est là que mon talk est intéressant. Parce que le problème, c'est que tous ces premiers serveurs MCP dont je vous ai parlé, la grande majorité, ce n'est pas fait par des devs. Ou si c'est fait par des devs, c'est fait par des devs sans expérience. Ou s'ils avaient de l'expérience, ils ont préféré mettre le cerveau de côté quand ils l'ont fait. Mais ne me croyez pas sur parole, je vais vous donner des exemples. Et donc, ce que je vais, c'est, si demain, vous vous attaquez à un serveur MCP, je vais vous donner des pistes basées sur toutes les erreurs que j'ai souffert de comment faire et de comment vous appuyer sur ce que vous savez déjà pour que le jour où vous créez votre API MCP à côté de votre API REST ne soit pas un trou de sécurité béante, ne soit pas aussi un trou à consommer des tokens, soit quelque chose de fonctionnel qui apporte quelque chose. D'accord? Bon, on va partir sur un exemple concret. Quand j'ai commencé à voir les serveurs MCP partir, ça fait une année, en janvier de l'année dernière, je me suis dit, je vais me faire un exemple. Et j'avais un petit side project très rigolo. C'était à l'époque où faire de la recherche sur des données, plutôt que sur des données à soi via DLLM, plutôt qu'un serveur MCP, on utilisait des RAG.
À l'époque, je m'avais fait un projet que c'était une base de données de monstres style Pokémon. J'avais créé, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer, j'avais créé une cinquantaine de monstres et je les avais mis dans une base SQL. Et je faisais des RAG avec, c'était très bien. J'ai dit, OK, je vais faire un serveur NCP pour ça. J'ai mes monstres, j'ai une base de données qui n'est pas très compliquée, c'est une table de monstres avec des catégories, des sous-catégories, des statistiques, des jeux de rôle. Bah, voilà. C'était une base vraiment assez simple. J'ai dit, tiens, je vais faire un serveur NCP. Et je me suis dit, bien, je vais essayer de faire un truc rapide pour explorer. Et donc, je regarde dans la liste des serveurs NCP open source, je vois ma base de données, c'est PostgreSQL. Il y a un serveur NCP PostgreSQL. Chouette, je vais l'utiliser. Et je me prépare. Donc, je prends le serveur NCP, je le déploie, mais je ne regarde pas trop les codes parce que ça me faisait, honnêtement, j'ai dit, ça a l'air d'être compliqué. Donc, je mets mon LLM, je le branche, tout de suite, je le demande, quel est le monstre machin? Et déjà, ça prend beaucoup trop longtemps. Je dis, ça c'est bizarre. Il me donne des réponses, mais ce n'est pas super top. Bon, j'insiste un peu. Et à un moment donné, ma base de données, je la vois se vider devant mes yeux. Je dis, tiens, c'est pas normal cette histoire. Et je lis le thinking, je ouvre le truc, et le modèle disait, oh, le schéma de la base de données n'est pas très clair. Je peux faire peut-être un alter table pour le rendre plus clair. Et je vois qu'il fait un alter table. Et je vois ensuite, oh, toutes les données sont corrompues. Peut-être j'aurais pas dû faire l'alter table. C'est strictement. Donc, je vais voir les codes des serveurs NCP, serveur officiel de PostgreSQL. Maintenant, imaginez que c'est une API comme vous connaissez. Le serveur NCP a un seul endpoint, /query, avec un seul paramètre, string, le query. Ça, c'était le serveur NCP. 70 lignes de TypeScript avec un query. Et qu'est-ce qu'il fait? Description, exécuter la query. Résultat, les résultats de la query. Et je commence à regarder ce que l'LLM avait fait. Il ne connaissait pas mon schéma de base de données. Il a fait des queries pour les DT, pour décrire les tables, pour décrire les relations. Il essayait de comprendre quelque chose, lui tout seul à partir de ça. Il essayait de requêter. Il faisait des requêtes de merde parce qu'il ne comprenait pas mon modèle. Donc il a décidé, ton modèle est trop compliqué, on va le simplifier. Je vais faire un alter table. Mais attends, un alter table d'une base de données qui est pleine, son alter n'était pas très top, la base de données s'est vidée. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être les gens de PostgreSQL qui sont très olé. Non, je commence à regarder d'autres. Je me rends compte, et après il est sorti quelques temps après, que le serveur GitHub ne faisait pas la distinction entre projets publics et privés. Parce qu'il faisait de l'autodécouverte des projets avec ton token. Il y avait, la part était faite comme, on va faire une ouverture et comme l'LLM est intelligent, si on lui donne un accès complet, limite un accès root, il va se débrouiller parce qu'il peut tout faire. Et ce que la plupart de ces serveurs oubliaient, c'est que l'LLM, effectivement, il est très intelligent, il est comme un stagiaire. Un stagiaire super intelligent, très bien formé, mais qui n'a aucun recul sur le boulot à faire et qui n'a pas beaucoup de bon sens, mais il est très enthousiaste. Et là, c'est comme si le jour où le stagiaire arrive à ton entreprise, tu lui donnes un accès root sur ton infrastructure et tu lui dis, écoute, si tu as un problème, tu fais un man et tu vas trouver les commandes, débrouille-toi mon grand. Et après, on se plaint que ça se passe mal. Et donc, je me suis dit, si je devais refaire ce projet, comment est-ce que je le ferais? En fait, je suis vieux. Pour moi, c'est une API. Je vais le faire comme une API. Je vais lui donner ce que j'ai envie de chercher, trouver des monstres par nom, trouver des monstres par catégorie, trouver des monstres. Et je l'ai préparé toute une série d'endpoints.
Et je lui ai donné une description de la base. Mais sachant qu'à la base, il ne va pas faire des requêtes, il va passer par mes endpoints. Et je vais donc interdire toute modification parce qu'il passe par les endpoints. Et là, j'ai dit, mais basiquement, je vais faire l'API REST que je ferai pour l'application. Tout d'un coup, je les mets, et vous pouvez récupérer après les GitHub et tout. Le résultat était carrément mieux, mais surtout, il faisait beaucoup moins d'aller-retour. La consommation de tokens était divisée par 7 ou par 8. Donc ça veut dire que ce que je devais payer derrière était divisé par 7 ou par 8, mais la qualité des résultats était beaucoup meilleure. Donc là, et je me suis mis à approfondir sur le sujet. J'avais fait un premier talk, c'était au mois de mars. Depuis, je l'ai refait 6 fois. À chaque fois, j'ai dû tout refaire, y compris pour vous, parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Mais basiquement, si vous voulez un résumé et quelque chose que vous pourrez garder en tête, quand vous allez coder votre MCP, faites les choses comme vous feriez pour une API REST. Et si traduisant ce que vous faites en REST, ça vous semblerait une mauvaise idée ou un trou de sécurité, il est fort à parier que c'est encore pire dans l'LLM. Pourquoi? Parce que quand vous codez une API, vous la codez pour un utilisateur que peut-être il est mal intentionné s'il est un hacker, mais il cherche soit à utiliser votre appli, soit à la pirater. L'LLM, c'est au contraire, c'est un utilisateur super enthousiaste, mais qui peut faire à tout moment tout et n'importe quoi, avec la meilleure intention au monde. Donc, essayez de cadrer ces possibilités. Donc, basiquement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un nouveau type d'API. Et pour ceux qui avaient déjà connu d'autres API à l'époque, que ça s'appelle des API, ça vous semble peut-être normal. Des Corva, des RCP, des Thrift, des Protobuf, des REST, des SOAP. Tout ça, c'est des API, des interfaces de programmation pour ton application. À ça, on va ajouter une nouvelle interface, MCP. Et si vous regardez, vous avez tous appliqué les mêmes principes quand vous faisiez vos services Corva au début des années 2000 que quand vous faites votre API REST en 2022. Maintenant, en 2026, appliquez les mêmes principes à votre MCP. Dans les détails, la première chose, c'est que la plupart des serveurs MCP sur le marché prennent la solution de facilité. Ils utilisent des tools, des fonctions. Ils proposent au LLM des actions à faire. Par exemple, chercher un monstre par catégorie. Ou par exemple, faire une requête dans ma base de données. Ou trouve-moi les emails à partir du nom de la personne, des actions. C'est très sympa, mais dans une vraie appli, c'est limitant. Il y a des autres primitifs dans l'MCP. Et si vous les utilisez bien, vous allez être beaucoup plus efficace et vos LLM vont consommer beaucoup moins de tokens. La première, c'est les ressources. C'est des données statiques ou semi-statiques. Par exemple, moi, j'ai envie qu'ils comprennent comment mes monstres sont structurés. Donc, je vais faire un ressource monstre schéma où je leur donne le schéma de ma base de données, mes tables, non, un monstre composé de ça, ça, ça et ça, pour qu'il se fasse avant de requêter un modèle de comment sont mes monstres. Et là, je n'ai même pas besoin de les rechercher à la base de données, c'est une ressource purement statique. Par exemple, j'ai envie de donner des données statistiques, qu'ils ne me fassent pas un count de la base de données à chaque fois. Celui-là, c'est un données semi-statique. Si j'ajoute de nouveaux monstres, mais je ne fais pas ça tous les jours, ces données vont changer. Mais il suffit que ça soit derrière, ces endpoints-là me fassent un cache, et tous les 24 heures, ou tous les heures, ou toutes les minutes, il aille actualiser. Ou par exemple, si j'ai envie qu'il cherche des monstres par catégorie, et j'ai mis comme catégorie des monstres de feu, des monstres d'eau, des monstres d'électricité, mais il ne sait pas quelles sont mes catégories. Donc, si l'utilisateur
demande « Donnez-moi tous les monstres glacés ». Il ne sait pas qu'il doit demander les monstres de glace. Il a les mots glacés. Donc, je les donne comme ressource. Écoute, les catégories que moi j'utilise, c'est feu, eau, glace. Et lui, si on lui demande les monstres glacés, il va chercher les ressources catégories. Ah, tiens, ce qui se rapproche de plus, c'est la glace. C'est là où l'intelligence qu'il a, c'est intéressant. Et il va faire la bonne requête. Donc là, c'est lui donner des référentiels qui vont lui faciliter la vie. Des référentiels statiques ou semi-statiques. Et le troisième, c'est le prompt. Mais il est où, maman? Bon, va. Il y a un slide qui a sauté, le prompt. Le prompt, c'est les instructions système que vous donnez au LLM quand il va utiliser votre application. Par exemple, dans mon cas, dans le prompt, je vais lui dire, quand tu vas utiliser mes RAG Monster, c'est une base de données de monstres, donc mets-toi un peu dans l'attitude d'un entraîneur Pokémon. Tu vas voir des monstres, tu vas être enthousiaste, tu vas parler de leurs caractéristiques, tu vas te mettre dans un ton conversationnel. Dans mon application CRM, écoute, ici tu as une base client, tu vas pouvoir récupérer ça. Par contre, tu ne vas pas récupérer tel type de données. Si on te les demande, tu dis que tu n'es pas capable parce que je ne vais pas te fournir des données sujet, par exemple, au RGPD. Donc, tu donnes des instructions et tu l'expliques quel est le contexte. Et donc, avant d'appeler tes fonctions, il va appeler ce prompt, il va récupérer le contexte et il va savoir dans quel rôle il doit se poser, qu'est-ce qu'on attend de lui quand il interagit avec notre système et quel type de réponse et de requête on veut. Basiquement, on le prépare un contexte pour quand il interagit avec votre serveur. Et ça change tout. Dans mon cas, si je fais un MCP générique, il va me donner des réponses dans un ton classique de MCP. Moi, je me mets dans la persona de l'entraîneur de ce monstre-là, parce que c'est là mon trip. Là, je le mets dans le prompt et il sait que c'est le rôle qu'il doit avoir quand il interagit avec mon système. Et donc, en résumé, les tools, les actions que l'LLM peut invoquer, les ressources des data statiques ou semi-statiques qu'il peut lire, et le prompt, c'est comment tu veux qu'il se comporte, y compris des workflows par exemple, y compris, écoute, si l'utilisateur te demande de comparer des monstres, tu vas d'abord récupérer les statistiques et après tu vas utiliser la fonction comparer qui va permettre de comparer et tu vas mettre un peu des actions dans les résultats comme si c'était un vrai combat. Ok, on me demande de comparer, je sais quel workflow je dois suivre pour donner la réponse qui convient à l'use case. La plupart des serveurs que vous trouvez aujourd'hui, ils ignorent les ressources et les prompts. Ça fait que la plupart des serveurs ne sont pas super efficaces, vont demander per aller-retour et ils vont manquer de contexte. Ça sera l'utilisateur final de l'ajouter. C'est jamais une bonne idée de demander à l'utilisateur final de devoir donner des contextes à ce que vous voulez qu'il fasse sur votre serveur. Ah oui, le prompt c'était parti là. Voilà. Donc, sur mon cas, écoutez, désolé, hier soir j'ai ajouté encore 10 slides, c'était un peu tard après la soirée speaker, je pense que je laissé un peu mis au mauvais endroit. Donc, dans mon cas, comme je vous disais, les ressources, les catégories, les schémas, il sait quoi faire. Les prompts, par exemple, analyser les faiblesses d'un monstre, tu vas donner un pipeline d'analyse, tu vas dire, pour voir les faiblesses, tu fais ça, ça et ça. Comparer monstre, comme je vous ai dit, des guides de comment l'utiliser. Un exemple de prompt, par exemple, tiens, si on te demande d'analyser les faiblesses d'un monstre, tu vas d'abord récupérer le monstre, l'identifier, tu décris un workflow. Et là, il n'a pas à l'inventer. S'il n'a pas à l'inventer, il n'a pas non plus à poser des requêtes vers l'LLM pour inventer ce workflow-là. Il le dit, il l'applique, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins cher. Donc, gardez en tête qu'un serveur SCP efficace utilise les trois. Gardez en tête quand les utiliser. Et on va partir maintenant sur... Dans la plupart des cas,
pensez à comment ces trois primitifs se combinent. Pensez qu'est-ce que vous voulez que les LLM fassent sur votre serveur. Et assurez-vous qu'en combinant les ressources, les prompts et les fonctions, il peut arriver à les faire. Et donc, vous avez déjà votre API REST. Vous voulez faire votre API LLM. Certaines personnes ont pris l'extrême opposé. Surtout si tu utilises des choses comme Spring, qui a des annotations pour l'NCP, ils ont pris tout leur endpoint REST, ils ont ajouté les @ncp, ça devient des points NCP. Malheureusement, ce n'est pas une super idée non plus, parce que tu n'as pas ces bonnes façons de l'intégrer et tu n'as pas ni les prompts ni les ressources pour l'expliquer. Donc, il ne s'agit pas de démarrer de zéro. Votre API peut être la bonne source pour la plupart des fonctions, mais vous devez penser les côtés ressources et prompts pour faire quelque chose qui s'adapte au use case. Il ne suffit pas de traduire votre API REST en fonction NCP. Il faut réfléchir à qu'est-ce que vous voulez que l'assistant puisse faire sur votre API. Et ça, c'est purement une analyse métier. Vous les décomposez pour les fonctions. Vous les prenez de votre API, pour le reste, c'est à vous de les définir. OK? Donc, quelques souvenirs. Essayez aussi de penser les patterns d'accès. Quelle information vous voulez mettre aussi en public? Quelle information vous voulez donner? Comment est-ce qu'on va commencer ces primitifs-là? Qui va être le public de votre LLM? C'est un public interne? C'est des grands publics? Je n'ouvrirai pas le même type de fonction dans les deux. Et surtout, utilisez chaque primitif pour lequel je pensais. Là, je vous donne ensuite des exemples, vous pourrez voir. Mais ça, c'est le démarrage. Maintenant, vous avez votre premier serveur NCP. Il y a des prompts, il y a des ressources, il y a des fonctions. Vous les testez en local, ça marche. Est-ce que vous pouvez les mettre en production directement? Au fait, même si vous les mettez en production en interne, il faut penser que les serveurs NCP sont très structurants. Ce n'est pas un petit test dans un coin, parce que derrière, il y a un assistant qui va faire tout et n'importe quoi avec tes serveurs. Ce n'est pas si tu ouvres un test à des personnes, même des personnes auxquelles tu fais confiance en interne dans la boîte, ce n'est pas vraiment des tests, parce que ces deux personnes vont utiliser un assistant qu'elles ne contrôlent pas vraiment. Tu ne peux pas penser que c'est un test par des gens bien qui ne vont pas faire n'importe quoi. De facto, dès que vous l'ouvrez à quelqu'un en interne, c'est une infrastructure qui devrait être prod. Et ça change par rapport aux API. Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences. Mon alter table. D'accord? Et les failles de sécurité, oui, mais c'est un interne, il ne va pas faire rien de mauvais. OK. L'RSSI peut-être ne serait pas d'accord avec cette affirmation sur une API classique, mais whatever. Sauf qu'ici, c'est carrément faux. Parce que la personne, il peut avoir la meilleure intention du monde, l'LLM peut faire des erreurs catastrophiques. Donc, dès que vous l'ouvrez, c'est de la prod. Ça veut dire qu'il faut appliquer des principes de sécurité. À minima, les donner le moins de privilèges possible. Si vous ne voulez pas qu'il puisse faire une alter table, interdisez-lui de faire une alter table. Ne laissez pas la possibilité au cas où. Si vous laissez une porte ouverte, tôt ou tard, statistiquement, cet abruti va foncer la porte et va rentrer dedans. Validez tous les entrées. Vous le faites déjà sur vos API, presque toujours. Là, c'est encore mieux parce que l'LLM peut générer des entrées complètement incohérentes ou des entrées qui semblent bien. Donc, faire un bon nettoyage dans les entrées et un bon nettoyage dans la sortie. Beaucoup de ces LLM sont distants. C'est chouette de faire un NCP qui permet aux gens de se connecter à votre CRM pour faire des requêtes sur votre base client en langage naturel. Mais je ne suis pas sûr que vous seriez d'accord que votre base client part chez OpenAI, chez Google ou des autres.
Donc, sanitiser les choses, nettoyer, ne mettez aucune information dans la sortie que vous ne voyez pas qu'il soit utilisé d'une façon que vous ne voulez pas. Mais tout ça, c'est des choses qu'on fait pour des API. Ouais, bah ici, c'est doublement authentification et autorisation. Pareil. Mettez systématiquement un système d'authentification, même si c'est qu'un interne qui permet d'identifier qui a fait les actions. Et mettez des autorisations. Créez des rôles, basiquement. Connectez votre MCP à votre système airbag de votre entreprise, à votre IAM. Et faites ça dès le premier moment. Ce n'est pas optionnel. Parce qu'après, s'il y a des problèmes, quand il y a des problèmes, il faut savoir tracer les comment et les pourquoi. Donc voilà, moi à l'origine, j'étais parti sur un truc générique, ça posait plein de problèmes. Une fois que j'ai mis des endpoints, il y avait seulement les opérations que je voulais. Pas d'injection SQL possible parce que toutes les requêtes étaient paramétrées. C'était un read-only. Il y avait la validation d'entrée et de sortie. Ce que je n'ai pas encore fait, c'est un exemple que je vous ai donné, c'est l'authentification. Pour le moment, c'est grand public. Le seul moment où vous pouvez ne pas mettre authentification, c'est un service read-only grand public. Et comment on fait cette authentification? Bah déjà, il faut le faire au niveau des serveurs. Qui a le droit de se connecter, qui peut se connecter et qui est la personne, on l'identifie. Mais aussi au niveau des outils. Tous les outils ne vont pas avoir la même criticité. Donc pensez chaque outil systématiquement avoir des filtres qui te filtrent par les rôles de la personne qui vient se connecter. Et même derrière, au niveau de la data, au cas où d'une façon quelconque arrive à passer. Exemple authentification au niveau de l'outil. Bah, basiquement, demander systématiquement de récupérer l'authentification, donc les users, les rôles, et faites des validations à l'entrée de chaque outil. Et si ce n'est pas bon, vous donnez un message clair. Et ça, c'est important, le message clair. Parce que si vous ne donnez pas un message clair, l'LLM ne va pas comprendre pourquoi ça ne va pas marcher, et il va rappeler, et il va rappeler, et il va rappeler. Et sachant qu'à chaque rappel, d'abord, il rappelle à la maison pour dire « Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je vais rappeler. » Donc, il va consommer des tokens en plus. Donc, soyez clairs pourquoi vous les jetez, mais jetez-les. La validation des entrées, vous le faites aussi systématiquement. Donc, vous filtrez par des trucs étranges, vous filtrez par des trucs qui semblent cohérents, par exemple le type de monstre, mais qui ne correspond au type que vous acceptez, ne les laissez pas aller d'escalabage. Par contre, comme je vous disais, les erreurs. Il m'envoie un type de monstre qui n'est pas dans le type que j'accepte, je vais lui dire que le type est invalide, mais je vais lui donner l'information pour qu'il ne se pose pas de questions et il continue à m'envoyer de la merde, basiquement. Je vais lui dire, tiens, je n'accepte pas ça, ce que j'accepte, c'est ça. Cette partie-là va un peu au contraire de ce qu'on fait dans les API classiques. On entraîne volontairement de lui donner des informations. Mais c'est parce que si tu veux qu'il puisse s'en servir, il faut faire comme ça, et sinon, le prix à payer, d'un côté, c'est qu'il a bouclé interappelant avec plein de types différents jusqu'à qu'un passe par hasard, ça va coûter cher, ça va bombarder ton système. Donc c'est soit il est dit, ne m'appelle plus à ce endpoint, soit il est dit, écoute, tu t'es trompé, mais voici ce que tu peux faire pour ne pas te tromper. Donc là, si vous faites des API, c'est à contresens, mais gardez bien cette idée-là des erreurs. Et sortie, effectivement, tout ce qui n'a pas besoin, vous le filtrez, vous rendez ce qui a une utilité pour la requête qu'il vient de faire. Tous les identifiants techniques, tous les données intro, vous les effacez. Il y a des raisons pour ça. Une, sécurité, deux aussi, les coûts. Tout ce que vous allez envoyer va être transformé en token, envoyé au serveur et revenir. Donc, plus votre réponse est longue, plus ça va coûter. OK, donc j'ai mon serveur, j'ai le blindé, j'ai envie de le tester. Je vais faire des tests unitaires et des tests d'intégration.
Oui, mais ça c'est qu'une petite partie. Pourquoi? Parce que, à nouveau, l'LLM est non déterministe. Il va te créer des edge cases complètement bizarres. Et il va vivre très mal quand il fait changer des choses, quand ton schéma change. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est 3 niveaux de tests. Le premier, vous le connaissez très bien, c'est chouette, le test unitaire, le test d'intégration. Le deuxième, des tests d'évaluation de ton LLM. Des tests à faire passer, même entre des mises en production, à faire passer par exemple tous les jours ou tous les 2 jours. Définissez ce que j'appelle des golden tasks, des requêtes types. Sur ma base de monstres, tu vas me comparer tous les monstres de feu et me dire quel est le plus puissant. Ça serait une requête type. Vous créez un petit panel de 10, 20, 30 requêtes types et vous les faites passer tous les jours. Vous vérifiez des choses, que les requêtes types passent bien, qu'il arrive à trouver la bonne réponse, qu'il arrive à la trouver sans faire trop de requêtes. Vous mesurez la latence et vous mesurez aussi combien de tokens ça vous a coûté pour vous assurer qu'il n'y a pas un drift avec le temps, qu'il n'y a pas dans votre processus quelque chose qui fait que vous va, à fur et à mesure, peut-être parce que vous savez plus de données, peut-être quelque chose soit, vos requêtes, soit la vitesse est en train de s'effondrer, soit les coûts en train d'exploser, soit les allers-retours augmentés. Vérifiez aussi ça parce que avec des différents modèles, avec les modèles que vont utiliser vos utilisateurs, peut-être vos requêtes passent super bien sur ChatGPT, mais pour une raison X ou Y, et c'est une vraie histoire, sur Gemini c'est votre. Et tu ne sais jamais pourquoi, jusqu'à qu'un jour Gemini change de modèle, et là ça passe nickel. Mais dans ce cas-là, peut-être il y a quelque chose à changer au niveau de vos prompts, de vos ressources, pour aider ce modèle-là. Donc, Golden Task, plusieurs modèles, faire passer régulièrement, monitorer la latence, monitorer aussi les allers-retours et les coûts. Et troisième étape, c'est essayer de penser que l'LLM se trompe et essayer de faire, qu'est-ce qu'il se passe si on essaye de vous faire des prompt injections? Qu'est-ce qu'il se passe si on essaye de faire des requêtes qui n'ont rien à voir avec le contexte? Dans mon système de monstres, si on me demande comment construire une application en Python, essayez de voir si vous savez les limites qui sont bien, si ne peut pas profiter d'un prompt injection pour essayer de vous exfiltrer des données. Donc, vous faites aussi une série de requêtes un peu tordues et voir comment votre système réagit. Et faire-les passer aussi avec des différents modèles. Et là, je pense que vous pouvez vous sentir rassuré pour ouvrir votre premier serveur. Les tests d'intégration sont simples. Les tests d'évaluation de l'LM, je prépare ma liste de Golden Tasks. Je les envoie. Je les dis aussi quel que j'espère. J'espère que ça va appeler tel outil-là, avec tel paramètre, avec telle réponse. Et je lance mes tests tous les jours pour voir comment ça se passe. Les tests de prompt injection, voilà, je teste avec des prompts plutôt naïfs comme celle-ci ou d'autres. Je vois que derrière, en fait, comme je n'ai pas mis aucune fonction pour récupérer tous les datas, celui-là, je sais qu'il n'y a pas de problème. Il y a des super talks ces derniers temps et super articles sur Internet sur les prompt injection. Ça, c'est le niveau 0, le niveau hyper naïf. Il y a des trucs bien plus tordus, ça vaut la peine de regarder de temps en temps et de tester. Est-ce que mon système se casse avec ça? Oui, non, peut-être. Des requêtes trop exagérées, par exemple, oui, j'ai envie de récupérer les monstres, mais je vais te demander tout d'un coup 1000 monstres. Dans mon cas, je ne l'avais pas mis, c'était naïf, j'avais que 50, mais je me dis, mais quand j'ai vu que ça prenait un peu plus de temps, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de trouver tous les... Attends, on va mettre des limites par défaut, etc. Observabilité. Écoutez, dans tous vos applis, vous mettez de l'observabilité. Faites la même chose dans l'MCP, c'est important. Il faut que vous arriviez à savoir quels outils sont appelés, avec quels paramètres, quel pourcentage d'appels donnent de bons résultats ou pas, quelle est la latence, quelles sont les erreurs.
Basiquement, il vous faut créer un dashboard qui se base en vos logs et vos métriques. Donc, ça veut dire loguer tout ce qu'il se passe. Loguer, telle personne a appelé telle fonction avec tel paramètre. Et c'est ça la réponse qu'on les a donnée. Parce que derrière, quand on va vous dire ça ne marche pas, vous allez pouvoir retracer, vous allez pouvoir comprendre. Une des choses les plus compliquées avec l'LLM, c'est comprendre les erreurs. Parce que si c'est un utilisateur en front qui tape en back, l'erreur, vous savez les JSON, vous savez les codes, vous allez pouvoir trouver pourquoi c'est une erreur. Là, c'est un LLM, un système autonome, qui en plus il est remote. La seule façon de savoir pourquoi il s'est vautré, c'est savoir ce qu'il a demandé, qu'est-ce que vous l'avez répondu, et là, essayez de comprendre qu'est-ce que ça peut merder. Loguer, voilà, les résultats aussi. Loguer les erreurs et les contextes qui a provoqué ces erreurs. Et faites des bons dashboards qui vérifient que vos performances ne se dégradent pas avec le temps. Donc, ma petite checklist de production, pour le moment, on a un serveur qu'on peut ouvrir en interne et les gens peuvent commencer à l'utiliser. Il me reste 4 minutes. On va aller un peu plus loin. Je ne pensais pas arriver là. Mais il y a toute une partie 3 que je vais vous aider. En fait, très rapidement, votre serveur NCP va arrêter d'être simplement un tout petit serveur. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas voir des différentes façons d'accéder. Des gens vont accéder via un agent, des gens vont accéder via ChatGPT dans la partie web, d'autres vont accéder via un agent qui est dans le code, via Cloud Code, ou via une application, ou via ton CI/CD. Chacun de ces accès, tu vas finir rapidement pour vouloir les donner des fonctions différentes, des conditions différentes. Et là, au début, pour tes tests, tu as un seul serveur NCP. Tu vas te retrouver rapidement, si tu ne fais rien, avec un spaghetti pour les différentes versions, les différents besoins des différentes personnes. Et là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et très rapidement, tu dis, bon, il va falloir que je sépare mon petit serveur en plusieurs serveurs. Selon quoi? Selon le domaine, qui va l'utiliser, pourquoi? Selon le niveau de confiance, utilisateur interne, utilisateur externe, utilisateur admin. Selon à qui appartiennent les données derrière, pour t'adapter à ce cycle de vie. Et cette partie-là, c'est inévitable pour les applis classiques, pour l'LLM arrive vite. Tu crois ouvrir ton API aux utilisateurs internes, tu te retrouves que tes 3 profils d'utilisateurs internes ont des besoins complètement différents. Soit tu fais un gros serveur avec plein de if, else, soit tu vas séparer. Parce que avoir un seul serveur pour répondre à tout, ça va vous poser vite des problèmes. Déjà, ça va avoir plein d'outils. Donc, il va polluer le contexte de vos assistants, qui assez souvent, il ne va pas trop savoir quel outil appeler. Ensuite, la politique de sécurité devient un enfer. Donc, plutôt que partir sur notre serveur unique, on va essayer de faire des patterns de composition. Par exemple, vous pouvez faire des serveurs par domaine. En gros, selon qu'il s'agit de fonctions adaptées à un service ou à un autre, tu sépares. Quitte derrière appeler même API, mais tu les donnes un serveur qui s'adapte à l'utilisation que les gens de paiement vont faire par rapport aux gens qui s'occupent de l'inventaire. Derrière, il y a la même base, mais vous avez de donner des interfaces adaptées à l'utilisation dont ils vont faire. Ensuite, faire des serveurs différents quand il y a des sources de données différentes. Ne mélangez pas un serveur qui a accès d'un côté à un Postgre, de l'autre côté à votre guide, de l'autre côté à votre CRM. Quitte à mettre un serveur NCP devant qui dispatche vers les 3 autres. Mais séparé par domaine, séparé par data source, et si vous commencez à avoir des typologies d'utilisateurs complètement différentes sur un même périmètre, limite, je préfère avoir un serveur dédié externe, un serveur dédié interne, même s'ils sont des dépendances communes, mais au moins ils sont une logique complètement différente et tu évites des problèmes. Et bien entendu, ça peut se combiner. Comme je vous disais, vous pouvez avoir des serveurs internes externes avec un gateway
qui est devant et vous routez comme vous voulez. Donc, problème, votre petit serveur est parti. Maintenant, vous avez plusieurs serveurs. Pensez à que ça soit clair. Tu vas avoir un Creating Voice en plein de serveurs. Facilite-toi la vie, facilite la vie de ton LLM. Fais un nommage clair de tout ça. Et donc, pense à créer une ressource pour t'expliquer comment utiliser tout ça et quels sont les serveurs auxquels tu as accès et pourquoi. Fais une capabilities qui t'explique tout ça. Et je crois que le temps est fini. Je voulais simplement, il y a plein d'autres conseils, mais je pense qu'avec ça, ça vous permet déjà de démarrer. Je voulais simplement aller vite fait. Comme je vous dis, il y avait de quoi vous... Je vous laisse les slides parce qu'il y a pour aller plus loin. On a couvert les bases, on a couvert les premières étapes. La seule chose que je voulais vous dire à tout ça, et c'est là qu'on va arriver, la seule chose que je voulais tout ça, c'est 145 slides. À la fin, on arrive à un serveur super sécurisé que même votre RSSI sera content. Vous n'avez pas besoin de ça pour le premier jour. Si vous m'arrivez au niveau 1, c'est qu'on a vu que ça soit open bar, que ça soit pas open bar, qu'il y ait une validation et une logique de sécurité, vous êtes déjà mieux que 80% des marchés aujourd'hui. Si vous me partez sur le niveau 2 avec des serveurs par domaine, avec des tests, avec des logins, vous êtes vraiment dans le top des paniers. Ce que je vous ai donné, c'est une sorte de roadmap. On a vu les deux premiers niveaux, les deux suivants, c'est pour... Mais simplement en faisant les premières, vous allez éliminer énormément de problèmes. Vous allez pouvoir créer un serveur qui sera utilisable, qui permettra à votre application d'arriver à l'aile de LLM sans avoir pour autant des trous de sécurité béantes et sans perdre vos données avec un alter table mal fait. D'accord? Merci beaucoup. Si vous voulez discuter de tout ça et de toute la partie qui va plus loin parce que vous êtes vraiment déjà commencé votre voyage sur le MCP, venez me voir à l'stand. J'ai plein de trucs à vous raconter pour la suite.